Les Baladeurs, une série audio Les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti. Sur la carte du monde, il est des lieux oubliés, des noms d'îles inconnues, des cités antiques disparues ou des pays traversés par des conflits qui ont rendu les frontières inaccessibles aux voyageurs. Dès lors, seul un petit nombre de personnes peuvent témoigner des visages, des lieux abîmés ou d'une beauté fragile qui subsiste à la brutalité des hommes. Olivier Weber, en tant que grand reporter puis écrivain, a cherché à voir ce qui était caché dans ces coins du monde dangereux. L'Afghanistan aura pour lui l'effet d'un aimant. Il cherchera à y retourner de nombreuses fois, malgré les risques, pour comprendre, pour démêler les ficelles d'une histoire récente complexe et bouleversée par les guerres successives, pour percevoir, malgré tout aussi, ce pays qui a été celui du passage des voyageurs et des routes mythiques de la soie. En 1998, il part pour un nouveau voyage au pays des cavaliers de Joseph Kessel, pour rencontrer ceux qui font l'horreur, les talibans afghans récemment au pouvoir. Comment passera-t-il les lignes de front pour accéder à ces hommes vêtus de noir ? Comment réussira-t-il, avec le réalisateur François Margolin, à leur faire accepter de témoigner devant une caméra pour un film sur la production de drogue illicite, l'opium, interdite par le Coran ? Comment vivre et survivre la proximité avec la terreur d'un côté, puis de l'autre côté de la ligne de front. Et au-delà des combats, que subsiste-t-il du pays millénaire ? J'ai toujours voulu faire du voyage, on va dire, voyager et écrire. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est d'abord écrire et voyager ensuite ? Ou est-ce que c'est d'abord voyager, ensuite raconter ? Pour moi, c'est une symbiose. Et on peut faire les deux. On peut écrire avant le voyage et revenir du voyage pour écrire. En tout cas, il y a toujours une sorte de transformation. Elle est alchimique, elle est littéraire, elle est aussi physique, elle est humaine. Et c'est la continuation de rêves. Je crois beaucoup à l'espérance, c'est-à-dire le fait de chercher d'autres horizons, qui ne sont pas pour moi géographiques, sont d'abord humains. Et c'est la rencontre qui compte, c'est la rencontre des gens qui connaissent la guerre, mais pas que. Et moi, je vais raconter leur vie à travers des romans, ou des récits de voyage, ou des reportages. Je suis parti en Afrique assez jeune, en Afrique de l'Est, en Érythrée, en mer Rouge, au Yémen, et puis en Afrique de l'Ouest et au Sahara, pour différents journaux. Je savais que j'étais fait pour ça, pour voyager, vivre l'aventure et to report, donc rapporter du récit, comme on dit en anglais. Je me rappelle avoir lu des livres de Roland et Sabrina Michaud, qui sont deux grands photographes qui vivent encore, et sont des livres de photos où chaque photo est un tableau qui est très évocateur, dont l'un s'appelle Les Miroirs de l'Orient, à travers leur voyage en Afghanistan, mais aussi en Inde, et des livres sur les caravanes en Afghanistan, et puis deuxièmement Kessel avec les cavaliers. Donc c'est vrai que c'était un peu mythique pour moi, l'Afghanistan. Et quand je suis devenu reporter, c'était un pays en guerre, justement, l'Afghanistan, occupé par les soviétiques. Donc j'ai mis du temps pour y aller. Donc c'était un rêve, et en même temps une envie, voire un besoin de témoigner sur ce pays en guerre. Et en même temps, il y avait un lockout, c'est-à-dire une fermeture totale des frontières. C'était le huis clos, il y a eu des journalistes qui avaient été enlevés, qui étaient en prison même. Prison afghane de Kaboul, qui est en fait les prisons soviétiques, puisque le pays était tenu pendant 10 ans par les soviétiques, de 79 à 89. J'y suis allé la première fois dans les années 88. C'est plutôt la fin de la guerre, hein, sauf que la guerre a continué avec la guerre civile entre Afghans ensuite.
Je me rappelle d'un voyage, on a été 4 autour d'une table dans ce qu'on appelle les zones tribales, un hôtel tout neuf, même pas encore inauguré, par l'Aga Khan. L'Aga Khan, qui est le chef de la communauté ismaélienne. On s'est retrouvé à 4 dans cet hôtel vide, pratiquement, mais très luxueux à la frontière afghane, avec un médecin, François Liard, qui partait 6 mois, donc s'est suicidé, Geoffroy qui s'est suicidé, et un photographe allemand, Denis Reichle, qui est mort aussi depuis. Donc il n'y a pas beaucoup de survivants de ces voyages en Afghanistan, soit de morts violentes, soit par suicide, parce qu'on a du mal à s'en remettre. Il n'y a pas que l'Afghanistan qui perturbe, mais quand on a été là-bas, on a vécu tellement de choses que c'est quelquefois compliqué de retrouver la vie normale. Je crois que tous ces amis morts et disparus, mais aussi les vivants, on a voulu aider ce pays, témoigner, faire l'humanitaire, raconter ce qui s'y passait, dénoncer. Et en même temps, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est presque une cause perdue, parce que c'est un pays qui est descendu dans l'abîme, surtout en raison d'influences étrangères, soit occidentales, mais aussi islamistes. Maintenant, il y a une surenchère entre les talibans et Daesh Khorasan. Daesh Khorasan étant le Daesh afghan, qui a une surenchère dans l'horreur, dans les attentats suicides qui n'existaient pas pendant très très longtemps, c'est relativement récent. Il y a une sorte d'irakisation du conflit afghan, donc c'est un peu désespérant. Mais en tout cas, ça peut paraître bizarre, mais en dehors des islamistes et surtout de l'islamisme importé de l'étranger, avec ce qu'on a appelé longtemps les wahhabis, c'est-à-dire les mercenaires qui venaient des pays du Golfe, l'Afghanistan est un pays de l'honneur, un pays de la parole donnée. C'est quelque chose qui vous transporte, qu'on soit femme ou homme. Et c'est un pays où il y a une sorte de noblesse de l'âme, avec une histoire très belle. En même temps, une histoire récente qui est tragique. Et il y a une très très forte énergie chez les Afghans aussi, et cette aspiration à la paix, elle est là. J'ai monté ce voyage avec 7 créneaux différents, c'est-à-dire des amis afghans, des combattants islamistes, des intermédiaires plus ou moins douteux. Je n'ai pas de trafic avec eux, mais je sais qu'ils trafiquent, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça m'a permis d'avoir une certitude de plus pour rentrer en Afghanistan, et ça s'est négocié au dernier moment. Et ça s'est négocié à Peshawar, au consulat des talibans au Pakistan, et là j'ai eu le feu vert pour rentrer en Afghanistan en voiture. Alors c'est impressionnant parce qu'on arrive après cette passe, le col de Khyber, on monte dans la montagne, dans l'Hindoukouche, et là on arrive en Afghanistan, et tout d'un coup, au-delà du portail de Torham, c'est un autre monde. C'est des barbus qui vous regardent, etc. Et je pars avec beaucoup de matériel, on va dire, dans ma tête, beaucoup de faits, beaucoup d'histoires, etc. Mais je crois qu'il faut tout laisser tomber quand on est au pied du mur, quand on est en train de passer la frontière afghane, parce que là, on se fie à son flair. Évidemment, on est imprégné de l'histoire, des éléments, des portraits, des livres, des personnages qu'on a pu rencontrer, mais ce qui est important, c'est de se fier à un 6e sens. Il faut s'habiller plutôt en local. Et j'avais sur un passeport un visa vietnamien, et c'était marqué consultant sur le visa. Mais les Afghans ont vu que j'étais consultant, et il paraît que c'est la profession des espions, donc il faut faire attention. Et donc j'arrive à Kaboul aux mains des talibans, une ville sinistre, où il n'y a plus cette oralité, cet art du conte, cet art de la rencontre avec les Afghans, les babas, comme on dit, les barbes blanches ne sont plus là, ne parlent plus à leurs enfants ou leurs petits-enfants, etc. Une ville sinistre, une prison à ciel ouvert. Je vais au ministère, je rencontre mon futur guide, qui a 23 ans, qui parle 7 langues, dont le frère est un sous-ministre des Affaires étrangères, donc très protégé au ministère. Je le revois bizarrement dans mon hôtel, l'hôtel intercontinental, qui est vide. Il me dit « Tu n'as pas le droit de laisser ta chambre fermée ». Je dis « Écoute, je suis désolé, j'ai le droit, je voyage. Non, il faut qu'on puisse rentrer jour et nuit ». Le lendemain, je reviens au ministère. C'est assez loin, puisqu'on est sur une colline, il faut descendre dans le centre de Kaboul, qui est à 1800 mètres. J'arrive à 8h20. Et là, il me dit « Pourquoi tu es en retard? Tu dois être là à 8h, non pas à 8h20 ».
Au bout de quelques jours, je rentre dans un village fortifié au bord d'une falaise, Garden Diwal, 3000 mètres d'altitude, et un vieux monsieur vient vers moi et me parle en français. C'était un cuisinier afghan qui avait servi Joseph Kessel pour un de ses voyages en Afghanistan, dédié par l'ambassadeur de France à Kaboul pour le voyage de l'écrivain. Il me dit « Ah, j'ai connu monsieur Kessel ». Et mon taliban vient me voir, il me dit « Qu'est-ce qu'il te dit? Je ne comprends pas le français ». Je dis « Ça ne te regarde pas ». Je dis « Tu ne peux pas me parler comme ça, je t'envoie Olivier en prison ». Et je lui dis « C'est moi, Zahir, qui vais t'envoyer en prison ». Il dit « Pourquoi ?»« Parce que je sais ce que tu as fait ». Il était un peu inquiet, parce qu'il y avait sa garde qui était derrière, 3 hommes en Kalachnikov. Et je lui dis « Zahir, tu fumes du hashish ». Et c'est vrai qu'il fumait du hashish, je l'avais vu, en dehors de Kaboul, fumer du hashish. Je lui dis « Tu ne me laisses pas voyager comme je veux, je vais te faire envoyer en prison ». Et j'étais un peu inquiet, parce que c'était soit moi, soit lui qui allait en prison. Et on m'a foutu la paix. Et donc j'ai fait des allers-retours à Kaboul pour, avec un caméraman, tourner un documentaire qui s'appelle L'opium des talibans. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, les talibans qui régnaient sur l'Afghanistan avaient interdit et le jeu, et la musique, et la danse, et évidemment l'image. Donc tout ce qui était photo était interdit, et nous on avait une petite caméra qui était évidemment miniaturisée en appareil photo. Et j'arrive à les rencontrer à Kandahar, parce que leur vraie capitale était Kandahar, bien que la capitale politique soit Kaboul, et donc je dors chez eux. Je suis un moment avec Mollah Hassan, qui est numéro 2 du régime. On fait la sieste ensemble, dans un grand salon, où il distribuait des dollars à qui voulait se rallier à sa cause. Donc il sortait 1000, 2000, 3000 dollars de son coffre-fort. Je mettais 3 jours à négocier à chaque fois avec les chefs afghans, talibans. Et je leur disais, bon, voilà, maintenant qu'on a pris le thé, qu'on a fait une interview avec mon stylo, est-ce que je peux avoir une photo? Et là, les Kalachnikovs se levaient. Oh non, écoutez, on va remettre ça demain. Donc je revenais le lendemain, on recommençait. Pour ces rapports qu'on peut avoir avec des massacreurs, des chefs de guerre, des islamistes, des trafiquants de drogue, il y a pour moi quelque chose qui est un déclic, que ce soit pour les documentaires, le reportage ou le roman, c'est que tout d'un coup il y a l'ego de ces personnages qui veulent parler de leur vie, soit parce qu'ils sont dans l'ego le plus total, et chefs, et voulant démontrer à leurs subalternes qui sont les chefs, soit simplement pour leur narcissisme et leur postérité, soit parce qu'ils sont dans la solitude, au fin fond d'un maquis ou d'une montagne ou de la forêt, et qu'ils aiment parler de leur vie, et ils ont envie qu'on témoigne par des romans, par des documentaires ou autres. Et là, pour les talibans, ça s'est passé comme ça pendant un mois. J'ai pu tourner le film. Et j'étais face à la plus grande des hypocrisies, parce que les chefs talibans et ministres me disaient « Oui, nous sommes en train de créer l'Émirati de la plus grande pureté dans le monde. » Je dis « Oui, mais vous avez quelque chose qui s'appelle tariaq, c'est-à-dire opiacé. » C'est un euphémisme en persan pour ne pas parler de l'héroïne. C'est l'héroïne. Avec l'opium, une sorte de coquelicot et de pavot opium qui permet de produire l'opium et donc l'héroïne. Et ils me cherchaient dans leur tête, ils se grattaient, y compris les mollahs, et ils me disaient « Ah oui, mais c'est pas interdit dans le Coran ». Je dis « Évidemment, c'est pas interdit dans le Coran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'héroïne, mais tout ce qui détourne l'homme de sa prière doit être interdit. » Et finalement, c'était interdit, mais on a filmé tout ça, et c'était, comme pour chacun de mes voyages en Afghanistan, comme pénétrer dans un pays d'un autre monde. Quelquefois féodal d'ailleurs, quelquefois barbare, mais pas que. Avec les talibans, c'était barbare, évidemment. Aucun droit pour les femmes, aucun droit pour l'homme. Alors il y a des interviews un peu, on va dire, pour essayer de faire connaissance. Et puis si elle est directe, s'il n'y a pas d'autre chance, si on fait l'interview tout de suite filmée ou écrite, l'idée c'est qu'elle soit assez longue pour poser les questions qui fâchent à certains moments. Pourquoi vous avez tué tant de personnes? Pourquoi vous trafiquez de la drogue? Et je n'ai pas peur de poser ces questions. Il ne faut pas les poser tout de suite, mais il faut les poser en tout cas. Donc en même temps, parler de l'histoire, parler de leur parcours, parler de leur raison du combat. Il y a toujours des hommes, des hommes en fait, et des combattants ou des conseillers à l'Afghan, parce qu'on montre qu'on est le chef d'une communauté ou d'un groupe ou d'un mouvement armé.
Il y a une question, par exemple, c'est pourquoi vous, qui vous prétendez être les plus grands puristes de la pureté religieuse au monde, vous trafiquez la drogue? Et là, évidemment, il y a un grand blanc qui se fait. Comment nous, trafiquants? C'est pas du trafic. De toute façon, c'est pas pour nous, c'est pour les kafirs. Et la deuxième question, non, monsieur le ministre, taliban, c'est pas simplement pour les kafirs, pour les infidèles, c'est aussi pour les fidèles, parce que les premiers consommateurs de la drogue, ce sont les Iraniens et les Pakistanais, et de plus en plus maintenant les Afghans. Et donc ça les agaçait beaucoup. Mais vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Et pourquoi ensuite vous allez abattre les Bouddhas de Bamiyan et pourquoi ensuite vous les avez abattus, hein. Oui. À Ghazni, qui est une grande ville, royale aussi, une ville impériale de l'Afghanistan. Je tombe sur le gouverneur de la région, qui est un taliban évidemment. Il est habillé tout en noir, avec des yeux en colle, assez impressionnant. On m'a regardé comme ça, avec des yeux perçants. On mange à 40 personnes et toute sa garde, avec mon caméraman, sur la table qui est un tapis. Un long tapis afghan, enfin plusieurs tapis afghans, la salade, du kebab, etc. Et en plein dîner, il me dit « Qu'est-ce qui se passerait si tu mourais maintenant ?» Et là, il fait signe à sa garde et Kalachnikov se lève. Et je me suis dit « Je vais mourir dans 30 secondes, c'est pas possible. » Et je lui ai dit « Écoutez, Amir Sahib, monsieur Wali, monsieur le gouverneur, ça vous dérange pas, j'ai fini ma bouchée de kebab. Oui, prends ton temps, mais réponds. Qu'est-ce qui se passerait si tu mourais maintenant ?» Je dis, écoutez, monsieur le gouverneur, je ne savais pas que vous aimiez autant les Américains. Comment ça, les Américains? Ce sont nos ennemis. Je dis, oui, monsieur le gouverneur, regardez, là, entre la salade et la grillade, je vois du Pepsi-Cola. Et c'est vrai qu'il y avait une quinzaine de bouteilles de Pepsi-Cola. Vous aimez les Américains, donc je lui dis en riant. Et tout de suite, je reprends la conversation en disant, si je devais mourir maintenant, j'irais au paradis, comme vous, monsieur le gouverneur, si vous deviez mourir maintenant à votre tour. Et là, il se demandait si c'était... de la blague ou pas. Il a fait signe à sa garde, il a fait rabaisser les Kalachnikovs, et je n'ai jamais su si c'était de l'émulation, si c'était de la provocation, s'il voulait m'impressionner. Et c'est lui qui s'est fait tuer après par son adjoint, mais plusieurs mois après, quoi. Il faut surtout pas montrer qu'on a peur. Évidemment qu'on a peur. Il faut avoir peur parce que si on n'a plus peur, on n'a plus les bons réflexes. Et d'abord, il faut avoir peur pour partager la peur des gens qu'on rencontre, les victimes de la guerre, les familles, les mères de famille, etc., les enfants. Mais pas le montrer, évidemment, aux combattants, aux gens qui veulent vous impressionner. Je leur dis, écoutez, vous faites un combat où il y a une guerre, je vais chercher de savoir ce qu'il s'y passe, pourquoi. Et les gens sont sensibles à ça, les victimes évidemment, mais aussi les acteurs de la guerre, donc les belligérants. Mais je leur dis, je ne cherche pas à justifier. C'est votre problème, c'est pas le mien. Une fois qu'on a dit ça, on approfondit, on passe du temps, des semaines, on y revient plusieurs fois, quelquefois on peut y passer des mois sur le temps long, avec plusieurs voyages. Mais oui, c'est perturbant, il faut être sur ses gardes tout le temps, il faut faire confiance à personne. Moi, je ne fais confiance à personne parce que je dois tout le temps remettre en question ce qu'on me dit, même si c'est un ami de longue date, il me dit, voilà, j'ai passé un bon moment avec lui, dans sa famille, mais qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que je ne suis pas manipulé? On est manipulable, donc manipulé, et je remets tout le temps en question ce qu'on me dit. J'ai été formé aussi dans les facultés américaines à San Francisco, et là-bas on appelle ça double check. Vérifier 2 fois. Moi, c'est triple check, c'est vérifier 3 fois. C'est tout le temps être sur ses gardes. C'est épuisant, physiquement, mentalement, intellectuellement, psychiquement. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce que c'est sûr, tel quartier, telle ville, telle voiture, tel chauffeur? Moi, je passe souvent 2-3 heures par jour à sécuriser mon voyage du lendemain. On est mardi. Qu'est-ce que je vais faire demain mercredi? Quelle voiture je prends? Est-ce que j'y reste? Est-ce que je repars? Voilà, donc c'est plusieurs heures par jour, mais c'est important. C'est comme ça qu'on reste en vie. Là, on limite déjà 50% des risques. Alors, il en reste encore 50, mais bon, on limite quand même. Et puis le flair, ça joue beaucoup, quoi. Après, j'ai une ligne rouge. C'est quand j'ai vécu avec les talibans, je savais que Ben Laden était à 300 mètres de l'endroit où je dormais.
chez Mollah Hassan, donc le numéro 2 du régime, puisque j'étais hébergé par lui. Et j'ai demandé à chaque fois au ministre et à Mollah Hassan, le Premier ministre du gouvernement taliban, je veux voir Ben Laden. Et ils m'ont dit oui, bon, on va monter ça, etc. Et puis je voyais bien, au bout de plusieurs semaines, c'était compliqué, parce qu'il était vraiment à 300 mètres de là où je me trouvais, près de l'aéroport de Kandahar. Et à la fin, Mollah Hassan, le numéro 2 du régime taliban, me dit « Écoute Olivier, on est un peu embêté parce que on va te le faire rencontrer, on a les accords, mais tu ne sortiras pas vivant d'Afghanistan. Tu risques d'avoir de gros problèmes. » Je dis « Bon, d'accord, ça se négocie. » En fait, il voulait me dire « Il y a des gens qui vont t'abattre. » C'était pas lui, c'est peut-être pas les talibans, c'est soit les services secrets pakistanais, soit la garde de Al-Qaïda autour de Ben Laden, quoi. Et en même temps, il y a, c'est peut-être aussi la guerre, mais pas que. C'est l'aventure, le baroud, le fait d'avoir transgressé aussi des frontières, de nous avoir franchi légalement plein de fois, d'où ce livre s'appelle Frontières, au pluriel. Et il y a des personnages de romans fabuleux dans le monde. Donc, que je sois en Russie, en Afrique, aux États-Unis, ou en Afghanistan, en Irak, c'est quitter la capitale et aller à la campagne, dans la montagne, dans des vallons perdus. Pourquoi ? Parce que d'abord, on voit une autre face d'un pays, on comprend mieux, même si on n'écrit pas sur ce vallon ou sur ce village perdu. Et puis deuxièmement, parce qu'on est loin quelquefois des services de sécurité. Mon flic qui m'escortait était très très mal payé, il était payé genre $50 par mois. Et mon chauffeur était une sorte de Zidane local. C'était un ancien footballeur de 50 ans qui avait une Cadillac, qui était connu comme le loup blanc, tout le monde le reconnaissait, etc. Et il me dit, écoute, on va le laisser partir. Effectivement, à 5 heures, le policier des services secrets devait rentrer chez lui. Il habitait très très loin, il avait encore 1h30 de bus. À partir du moment où il était parti à 5 heures, on passait aux choses sérieuses. Et là, on allait dans les bas quartiers, on allait manger des kebabs, ce qui n'était pas autorisé, je prenais des risques. Mais là, je voyais des hommes et des femmes, je voyais des commerçants, je voyais des bouchers, je voyais des paysans, je voyais des réfugiés dans les villes. Voilà, donc c'est un peu des techniques, mais qui me permettent, en Afghanistan en particulier, de voir une autre facette de l'Afghanistan. Et c'est important de sortir des capitales. C'est compliqué évidemment quand on est cornaqué par des agents de telle ou telle milice, dont les talibans. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre en danger, surtout les gens qu'on rencontre. Mais j'étais étonné de voir par exemple qu'à Kandahar, la ville sainte, la ville importante pour les talibans, j'étais dans la rue, donc habillé en afghan, mais évidemment je passe pour un occidental, que des femmes m'ont dit « Venez voir ce qui se passe réellement chez nous ». C'était des femmes pashtunes, donc de l'ethnie majoritaire en Afghanistan, d'où sont issus les talibans, et peut-être même des femmes de dignitaires, vu le quartier, dignitaires talibans, qui me disaient « Mais nous, on continue d'éduquer nos enfants. On n'enseigne pas que le Coran ou le pashtou, on enseigne aussi les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'anglais, les sciences naturelles, totalement haram interdit, parce qu'on représente l'image de l'homme et de la femme aux enfants. Eh bien, on continue, et quand on se fait contrôler par les services de sécurité, on cache sous les tapis ces livres interdits. Ces femmes, qui étaient des femmes donc, du cercle taliban, on va dire, pour faire court, étaient pour moi des résistantes quelque part. Elles savaient que empêcher la culture, empêcher la transmission des valeurs par l'enseignement ou par le non-enseignement, priver leurs enfants de futur. Et ça passe par les mères, ça passe par les femmes. Donc c'était pour moi aussi des résistantes. Je parle en plusieurs langues. Là, en l'occurrence, je peux parler en anglais. Bon, j'ai appris 3 mots de persan, mais pas assez pour mener des entretiens. Mais je prends beaucoup de notes. Effectivement, je prends beaucoup de notes. Alors, il y a des notes de reportage, beaucoup pour les interviews, même si c'est enregistré, je tiens à tout marquer. Puis après, des notes qui sont des impressions plutôt. Des paysages, des sensations, des émotions, des rappels historiques, des souvenirs d'un autre voyage que je corrèle à ce que je vois ce jour-là. Et c'est sans fin, donc je ramène des gros cahiers. Alors c'est assez drôle parce que pour un reportage, je me sers de 5 à 10%. Et c'est frustrant, mais c'est comme ça, c'est une décantation. Et je m'en sers pour mes romans aussi, évidemment. Parce que même si y a des moments où je ne relis plus mes notes, ça a servi à la mémoire visuelle, la mémoire scripturale est là. Et donc je suis dans la mémoire, je me rappelle grosso modo. Puis évidemment, souvent, je vais retrouver une interview, une émotion, un voyage.
Et je leur dis aussi, écoutez, moi j'irai voir l'autre côté ce qui se passe. Chaque fois que j'ai couvert une guerre, j'ai voulu couvrir la guerre de l'autre côté. Si je vais voir les Palestiniens, je vais voir les Israéliens, même si je n'écris pas sur Israël. Si je vais voir les islamistes à Alger, je veux voir le gouvernement algérien, etc. Et à chaque fois, même si je n'écris pas sur l'autre partie, ça vous recentre, ça vous décentre. Et ça ne permet pas d'adouber, au contraire. Moi, je n'ai jamais cherché à justifier, j'ai cherché à comprendre. Et ça, c'est important. Et quelquefois, c'est étonnant. J'ai rencontré assez tôt les islamistes, puis Massoud, puis les islamistes à nouveau, puis les talibans. Et je pense qu'ils savaient, mais ils m'ont dit, me considérer comme un frère de djihad, c'est-à-dire de combat. Ils m'ont dit, tu étais là quand il y avait les soviétiques, tu nous as aidés, tu as monté des missions humanitaires, tu as écrit des livres, tu as fait des reportages, tu es un compagnon de djihad. Bon voilà, c'est... Massoud aussi disait ça, et ses combattants aussi, donc j'étais relativement protégé. Je pense qu'en même temps qu'ils savaient que j'avais été voir Massoud, bon, comme ils ont accepté que j'aille chez eux, ça a pu se passer bizarrement. C'est ça encore aujourd'hui le front taliban, le plus dur c'est de passer la ligne de front. Mais si on est accepté de l'autre côté, en principe, on est relativement accepté, ce qui n'est pas le cas de Daesh et de Al-Qaïda. Donc vraiment les tranchées, les lignes de front, les opérations de guérilla dans les petits vallons, sur des sommets, etc. Soit ce sont des attaques de commando, la guérilla, soit ce sont des lignes relativement statiques, des lignes de front, y compris sur la ligne de front de Massoud, dans la plaine de Chamali, qui est la plaine au nord de Kaboul, à 40 km. Donc il y avait deux lignes de Massoud, une ligne défensive, une ligne offensive, et pareil du côté taliban. Puis au milieu, un champ de mines. Et là, il y avait un petit sentier qu'on pouvait emprunter éventuellement, mais il fallait avoir les connexions avec les talibans, qu'empruntait la Croix-Rouge de temps à autre le mardi. C'était le jour de passage pour la Croix-Rouge quand il y avait des blessés. Donc des opérations un peu compliquées, y compris de nuit. C'était tout le temps dangereux, y compris contre l'armée pro-soviétique, pro-communiste auparavant, du président Najibullah en Afghanistan. Donc c'était à chaque fois dangereux, les avions qui nous survolaient, les hélicoptères, les mines. Moi j'ai très très peur des mines. Massoud, pour moi, reste quand même un chef de guerre. Et un chef de guerre, évidemment, ça fait des victimes. Mais en tout cas, il avait un projet pour son pays. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, à Kaboul, en plein combat, avec les islamistes qui bombardaient la ville. Toute une garde, évidemment, personnelle. C'est dans une petite villa, dans un quartier résidentiel de Kaboul, qui était bombardé aussi. Et Massoud était très nerveux, déjà inquiet. La guerre à Kaboul avait fait 30 000 morts. Oui, tout ça se passe dans des conditions un peu draconiennes de sécurité. La maison dans laquelle on est peut être bombardée à tout instant, etc. Et puis je l'ai revu dans le Panjshir, à chaque fois des projets, on enseignait aux filles, les humanitaires, en l'occurrence surtout français, françaises, n'ont jamais quitté les lieux. Il y a toujours eu des humanitaires, même pendant la guerre contre les talibans. Ce qu'avait fait Massoud, c'est qu'en bas de cette longue vallée du Panjshir, qui est en diagonale assez loin de Kaboul, qui commence à 40-50 km de Kaboul, il avait fermé l'entrée de la vallée. L'entrée de la vallée est assez étroite, à cet endroit, fait à peu près 30 mètres. On est à 1800 mètres d'altitude. Il a fait dynamiter la vallée, la montagne. Donc la montagne a cadenassé la vallée, on ne pouvait plus passer. Et les talibans donc, ne pouvaient plus attaquer avec des jeeps ou des tanks. Et donc il fallait passer par d'autres voies. Il allait voir le front en montagne, il faisait monter des chèvres pour qu'elles déminent. Il faisait envoyer des chèvres assez lourdes qui sautaient, pas tout le temps parce qu'elles n'étaient pas assez lourdes, pour que ces hommes ne sautent pas sur les mines. Il avait plein d'idées comme ça. Et c'est assez étrange d'ailleurs de voir que du côté taliban, il y avait donc les talibans afghans et les combattants étrangers, ce qu'on appelait les wahhabis, mais il n'y a pas que des combattants du Moyen-Orient. Et j'ai vu des Indonésiens, des Thaïlandais, des Français, j'ai vu des Turcs, j'ai vu des Tunisiens, et ce qui me permettait d'ailleurs de faire beaucoup d'interviews, encore une fois en français, parce que les talibans ne comprenaient pas le français. Et les talibans disaient aux wahhabis, donc aux
aux gens d'Al-Qaïda, ah bon, vous voulez combattre? Mais allez-y, tiens, d'ailleurs, demain matin, vous organisez un départ sur une de front. Ils partaient, ils envoyaient les islamistes étrangers, donc combattre, qui revenaient soit morts, soit avec une balle dans le bras ou dans la jambe, et ça faisait rire même les talibans, qui avaient besoin de chair à canon, et qui connaissaient beaucoup mieux la technique du guérilla que les combattants étrangers. Alors pourquoi? C'est que pendant 10 ans, donc, il y a eu cette guerre contre les soviétiques, où les Afghans ont gagné la guerre. Alors, ils ont gagné la guerre d'une part parce que c'était d'excellents résistants, des rebelles, des résistants avec des fusils, mais pas que. Et la deuxième raison, justement, c'est l'armement, c'était les fameux missiles Stinger. À partir du moment où il y a eu les missiles Stinger qui ont été donnés par la CIA à la fin des 10 ans d'occupation soviétique aux Afghans, eh bien, ils ont pu pratiquement descendre 90-95% des avions et des hélicoptères soviétiques qui les survolaient. Donc, la maîtrise du ciel a basculé du côté des Afghans, et les Afghans ont gagné la guerre, ont fait partir les soldats soviétiques. Donc oui, il y avait des similitudes quand même du côté des deux, mais vraiment une très grande intelligence de la guérilla de la part de Massoud, qui avait lu le général Giap du Vietnam, qui avait lu Che Guevara, qui avait lu De Gaulle, Napoléon, et qui était féru d'histoire militaire. Il avait un grand charisme, une grande simplicité. Il envahissait littéralement l'atmosphère. J'ai rarement eu cette impression. Très grand, un petit peu voûté, assez mince, assez musclé, fatigué par la guerre, féru de poésie, quelqu'un qui était très compatissant et très proche de ses hommes, qui joue au football avec eux, qui joue aux échecs, qui vous racontait de la poésie afghane, mais aussi française quelque part, parce qu'il parlait un peu français. Il avait été élève du lycée francophone à Kaboul. Et un stratège, quelqu'un qui avait vraiment la notion de la profondeur du temps, qui avait été frère musulman assez jeune, à 23 ans, et qui du coup s'en défaisait avec d'autant plus de brutalité, et qui évoluait vers la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme, et qui avait une vraie vision du Daoulat, c'est-à-dire de la République islamique, religieuse, mais de la République quand même, en Afghanistan. Il n'avait qu'un seul défaut, il le disait lui-même, c'est qu'il était tadjik. Et quand on est tadjik, de cette ethnie au Panjshir et dans le nord-est de l'Afghanistan, on a peu de chance de gouverner en Afghanistan. Quelques jours avant son assassinat, le 9 septembre 2001, il a dit à Siddiqui, sa femme, « Je serai shahid prochainement, c'est-à-dire je serai martyr ». Il est mort non pas dans sa vallée du Panjshir, mais à la frontière tadjik, à Rojabaoudine. Et moi, j'étais de l'autre côté de la frontière. Je venais pour lui remettre les épreuves de mon livre, Le Faucon afghan, et pour un reportage. Et en fait, il a été tué 2 jours avant les attentats du World Trade Center. Et quand on l'a tué, on était à peu près à la 42e, 43e tentative d'assassinat. J'avais assisté à l'une d'entre elles auparavant avec 2 combattants algériens islamistes avec une voiture 4x4 piégée, télécommandable à distance, qui était assez rare à cette époque, sûrement manipulée par les services secrets pakistanais. Il s'en est toujours sorti avec un très bon service de sécurité. Il changeait de lit 5 fois par semaine. Dimanche 9 septembre, il est mort assez vite. Il était touché dans cette petite maison de Rojabaoudine à la tête et sur le côté par les 2 islamistes marocains. Le soir même, les talibans ont déclenché une grande offensive sur le front nord-est de l'Alliance du Nord tenue par Massoud. Et pour coordonner ce genre d'attaque entre l'assassinat de Massoud et une attaque frontale, il faut être assez bien informé. Donc on sait qu'il y avait des services secrets qui étaient derrière les talibans à l'époque. Massoud et Abdullah, son adjoint, m'attendaient. Abdullah, qui est l'actuel vice-président d'Afghanistan, le numéro 2 de son mouvement. Et j'étais avec le beau-frère Shamsuddin, le beau-frère de Massoud, et ils ne me l'ont pas dit tout de suite. Il est mort le dimanche, donc 9 septembre, 20 minutes après l'attentat, mais j'ai perçu à travers leur regard, le soir même et le lendemain,
qu'il était mort. La nouvelle a été cachée pendant 3-4 jours. Il était enterré le samedi suivant. Donc après les attentats de New York, qui étaient évidemment liés, il fallait tuer Massoud pour réduire et contrer, on va dire, ces démocrates, pour les islamistes et pour les talibans en Afghanistan. À partir du moment où il y a eu le 11 septembre, 2 jours plus tard, le mardi, j'étais là. La CIA est arrivée, les Américains sont arrivés, les Américains ont fait tomber le régime de Kaboul le 2 novembre avec les combattants afghans, anti-talibans, et Massoud aurait été protégé le lendemain du 11 septembre. Bah oui, j'étais effondré. En même temps, je me suis dit, c'est pas mon pays. Moi, je suis là pour écrire un livre. Je suis là pour faire un grand reportage. Et même si je suis en empathie, en compassion avec les Afghans, depuis des années que je les fréquente, c'est pas ma guerre. Quand on l'a enterré, il y avait une longue file de 3 km, de 7000 hommes. Et parmi les premiers, donc, il y avait Abdullah. Il y avait un ancien président afghan et le fils, Ahmad Shah, le fils Ahmed, donc, de Ahmad Shah Massoud, qui avait 14 ans à l'époque. Un Iranien a posé une question au fils de Massoud, à 14 ans donc, il s'est mis à pleurer. Et là, il y a eu comme une vague de pleurs sur des centaines de mètres devant moi, tout le monde s'est mis à pleurer. Et moi, j'étais tellement ému que je me suis mis à pleurer aussi. Je me suis dit, mais c'est une faute, je n'ai pas à pleurer. Et je crois que j'étais tellement en empathie avec ce peuple que voilà, je l'ai pris dans ma chair. Et pour moi, c'était la fin d'un rêve, d'une espérance pour le peuple afghan, de reconstruire l'Afghanistan, de combattre les talibans. Et là, on était à 2 doigts, puisqu'il est mort 2 jours avant les attentats qui sonnaient quand même le tocsin pour les talibans et les islamistes en Afghanistan. Il faut dire aussi une chose, c'est que quand tu assistes à ces massacres, c'est très perturbant évidemment. Alors, ma tactique, c'est évidemment de partir avec une sorte de règle où il y a beaucoup de fraîcheur, encore une fois, pour être proche des gens, en même temps, une sorte de cynisme. Parce que sinon, on s'effondre. On ne peut pas avoir passé du temps sur les champs de bataille, voir des massacres, voir des gens brûlés, des gens dans les hôpitaux, voir des gens qui vous racontent leur grande bataille du jour, comme s'ils étaient très très fiers, et être indemne. On n'est pas indemne, on est témoin, donc on est victime. Et moi, je me suis effondré ici à Paris. C'est ce retour qui est difficile. On est dans une violence psychique qu'on n'arrive pas à traduire près des siens, près des gens qu'on aime, ou dans sa rédaction. On arrive à peine à parler, parce qu'on a peur d'embêter les gens, et puis une fois qu'on a parlé, les oreilles se ferment, et c'est normal, le monde continue. Et ça, c'est dur en même temps. Et donc, ce que je fais, c'est l'écriture, y compris de romans, où la prise de notes permet de se préserver. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai vu, c'est pour moi au-delà de toute raison humaine. Je suis dans l'espérance, mais je ne sais pas comment je fais. Donc c'est perturbant, donc il faut rester un peu blindé. Ça m'est arrivé, parce que je ne dors pas beaucoup, j'ai cette chance d'écrire dans les tranchées, d'écrire chez des humanitaires à Kaboul, dans mon duvet. Alors j'avais à peine sorti les doigts parce qu'il fait à peu près -5 dans la chambre où on est, il n'y a pas de chauffage. C'est bombardé aussi. Ça m'est arrivé à Bagdad aussi, d'écrire sous les bombes, d'écrire même des romans qui n'ont rien à voir. Mais je crois que ça m'a aidé aussi à tenir. Donc soit des notes, soit des livres à la main ou sur un ordinateur, quand il y a l'électricité ou quand j'ai encore la batterie, mais beaucoup à la main. Et je crois que l'écriture aide aussi à continuer son travail quand on est sur le terrain. J'ai découvert les statues de Bamiyan, les fameux Bouddhas, avec les talibans. Je n'avais pas le droit d'y aller, ça m'a valu une expulsion, mais les talibans de Bamiyan, donc dans cette vallée perdue au nord-ouest de Kaboul, m'ont bien accueilli. Et alors c'était assez étrange parce que donc, ces 2 Bouddhas qui faisaient 53 mètres et 35 mètres de haut avaient à leurs pieds, qui sont gigantesques, donc cachés dans la niche
puisque c'est du grès creusé en quelque sorte, du grès sculpté, des tonnes et des tonnes d'explosifs. Mais ce n'était pas pour les faire sauter, c'était pour aller combattre Massoud et les chiites de la région. Eux, encore une fois, les talibans de l'endroit ne voulaient pas les faire sauter. Et vous êtes émerveillé, je suis arrivé au pied de ces Bouddhas, mais c'est incroyable, parce qu'on sent qu'il y a tout le vent des siècles, le vent de l'histoire qui est passé par là. Donc c'était construit entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Et ce qu'on appelle l'art du Gandhara, c'est l'art gréco-bouddhique. C'est en fait cette rencontre entre l'art hellénistique et le bouddhisme. Et on est investi de quelque chose. On est dans le spirituel, on est dans l'élévation, c'est entre 2005 et 2700 mètres d'altitude. On peut monter d'ailleurs par des niches et en fait par des galeries souterraines. On peut monter sur la tête des Bouddhas, c'est assez impressionnant, il ne faut surtout pas glisser, quoi. Donc on est à 50 mètres au-dessus du vide. On sent qu'il y a à la fois la tolérance qui est passée par là, la rencontre des civilisations, ce que j'appelle l'esprit de la route de la soie. Et donc autant de cette route de la soie de Marco Polo par exemple, qui a perduré pendant des siècles, sur ce faisceau de routes commerciales, les gens commerçaient, ils s'arrêtaient tous les 40 km, parce que tous les 40 km, c'était à distance d'une journée de marche, il y avait des caravansérails, donc des caravansérails, on s'enfermait avec les bêtes, avec les marchandises, et les autres caravaniers ou commerçants. Et là, les musulmans rencontraient des chrétiens, les chrétiens des juifs, les juifs des bouddhistes, etc. Et on échangeait non seulement de l'or, du lapis lazuli, de la soie, mais on échangeait aussi des idées. Et c'était extrêmement important. Et cet esprit, étrangement, perdure encore aujourd'hui. Et les tueurs, parce que moi je les appelle les tueurs, les assassins des Bouddhas, veulent aussi assassiner cet esprit de la route de la soie. Comme les auteurs des attentats de New York ont voulu signifier aussi aux autres musulmans, donc ont voulu détruire l'Occident et l'un de ses symboles, ou plusieurs de ses symboles, mais aussi dire aux musulmans, n'allez pas dans ces tours, devenez islamistes comme nous, même si nous ne sommes que 2% ou 4% de l'Oumma, de la communauté des 1,5 milliard de musulmans à travers le monde. Et donc là, j'étais au pied de ces Bouddhas, et malgré les talibans qui m'entouraient, malgré le danger, malgré les agents des services secrets talibans qui ne me lâchaient pas d'une semelle, jour et nuit, on dormait ensemble pratiquement, et ils ont fini par m'expulser, de me menacer, donc on a investi de quelque chose. Je suis retourné, quelques années après la destruction, j'y suis à la destruction avec des larmes dans les yeux. Je retourne sur le terrain, donc les talibans entre-temps ont perdu, ont évacué Bamiyan et Kaboul, et bizarrement j'arrive de nuit, en arrivant de l'ouest, un peu dangereux aussi, parce que j'avais monté une expédition avec l'UNESCO, j'arrive avec Ahmed, mon ami qui allait devenir gouverneur de Kaboul, et un très grand photographe qui m'attendait, qui venait de Kaboul, qui est Reza, qui ne connaissait pas les Bouddhas, qui connaissait Massoud, mais comme moi, on faisait 2-3 vallées, on ne pouvait pas connaître le reste du pays, quoi. Et moi, je revoyais les niches vides, les sarcophages béants des Bouddhas de Bamiyan, et lui découvrait ça. Moi, j'arrivais de nuit, juché sur la voiture, il y avait un petit clair de lune, on voyait encore la forme des Bouddhas, je les ai imaginés. Et je disais à Ahmed Akram, le résistant afghan, ils sont là. Il m'a dit oui, Olivier. On était tous les deux sur le toit de notre voiture avec le chauffeur, et il me disait oui, ils sont là, on les sent. Il y a des gens, y compris des intellectuels parisiens, qui disaient « Mais pourquoi vous défendez des pierres, ça sert à rien ?» Je dis au contraire, ce sont des femmes de talibans qui me disaient, moi en Afghanistan, il ne faut pas toucher au Bouddha, il ne faut pas toucher à notre culture, c'est la culture du monde, c'est la culture de l'humanité. Si on touche à ça, on détruit le cerveau de notre culture afghane, donc celle du monde. Et je disais, sauver les pierres, c'est sauver les hommes et les femmes. Et nous avions raison, je dis ça modestement, avec mes amis afghans, américains, iraniens, pakistanais qui sont venus dans le monde, du monde entier, spécialistes des Bouddhas de Bamiyan. On avait raison, il faut sauver les pierres pour sauver les hommes.
Le film L'opium des talibans, réalisé par François Margolin, apparu en 2001. Olivier Weber a écrit de nombreux livres à partir des rencontres faites sur le terrain. Chasseur de dragons, des pavots afghans au bar d'Occident. Le faucon afghan voyage au pays des turbans noirs à partir de ses entretiens avec le commandant Massoud. Ou encore Le grand festin de l'Orient sur ses routes mythiques de la soie. Les Baladeurs, une série audio Les Others, écrite et réalisée par Camille Juzo, la musique est de Alissane Brassac et le mixage de Laurie Galigani. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une longue marche sur les chemins espagnols. À bientôt.